Bonjour, alors dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 2 de l'annale Polynésie 2023 du jour 1. Alors je te rappelle que ces annales, tu peux les retrouver sur le site Labo Lycée, tu les as en format PDF, donc je te conseille de te procurer le sujet de manière à le lire ensemble. Alors cet exercice parle en fait d'une femme de science qui s'appelle Dorothy Crowfoot, qui a découvert en fait la structure de l'insuline et qui a reçu pour cela le prix Nobel de chimie en 1964. Alors, comment elle a découvert la structure de l'insuline? En fait, elle a utilisé les rayons X. C'est ce qu'on appelle la cristallographie sous rayons X. Les rayons X ont eux-mêmes été découverts par un physicien qui s'appelait William Röntgen et qui a reçu en 1895 le premier prix Nobel de physique pour la découverte des rayons X. Alors, Dorothy Crowfoot s'est servi de ces rayons X pour déterminer la structure de l'insuline et plus exactement la distance qu'il peut y avoir entre les molécules d'insuline dans un cristal d'insuline. Donc on va voir un petit peu comment. Alors tout d'abord, la première partie de cet exercice parle de la production des rayons X, c'est-à-dire voir un petit peu le tube de rayons X, de production de rayons X, et parle aussi évidemment de mécanique des charges. Donc on va voir un petit peu le mouvement aussi d'une particule chargée dans un champ électrique. Alors tout d'abord, on peut regarder le schéma qui est proposé donc, sur la figure 1. Alors comment sont produits les rayons X? Alors tu as tout d'abord un filament qui va être chauffé en fait, et ce filament chauffé va émettre des électrons. Ces électrons ensuite vont être accélérés par un condensateur en fait. Ce condensateur, c'est deux plaques A et B qui sont reliées à un générateur de tension continue. Et donc il y a une plaque négative et une plaque positive. Et tu peux voir que la plaque positive est à l'opposé donc du filament. Donc les électrons vont entrer en haut et ensuite être accélérés jusqu'à la plaque B par une force électrique en fait, parce que à l'intérieur des deux plaques, il y a un champ électrique qui règne. Ce champ, il est, je te le rappelle, homogène. Voilà. Ensuite, les électrons viennent frapper une sorte de plaque. Alors des fois, la plaque peut être en tungstène, et il y a à ce moment-là une réémission par cette plaque de rayonnement X. C'est ces rayons X ensuite qui vont être utilisés dans la cristallographie pour évidemment connaître la distance qu'il peut y avoir entre les deux molécules d'insuline. Enfin, tu vois aussi qu'on nous donne quelques données. Il y a la valeur de la tension entre les plaques qui est assez élevée. On est de l'ordre du 20 000 volts, 20 kV. La valeur de la distance entre les deux plaques qui est de 1 cm. La valeur de la charge élémentaire qui nous est rappelée. Et enfin, la valeur de la masse des électrons aussi qui nous est rappelée. On a aussi la relation E égale U sur D qui nous est donnée. Donc là, à un moment donné, il faudra voir à quel moment on va utiliser cette relation. Et enfin, la valeur d'un électron-volt. Un électron-volt, en fait, je te rappelle que c'est une unité d'énergie qui est extrêmement faible, qui est adaptée au monde des particules. Donc un électron-volt, tu vois, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Voilà pour les données. Donc on va pouvoir attaquer la première question. Il faut donc donner dans cette première question l'expression de la force électrique qui s'exerce sur l'électron en fonction de la charge élémentaire E et du champ électrique E. Alors, je t'ai fait ici le schéma qui était demandé, puisque après il faudra indiquer la force électrique sur ce schéma. Donc on a nos deux plaques, A et B, il y en a une qui est négative, l'autre qui est positive. Les électrons entrent par O et vont venir frapper en S la plaque opposée. On a le champ électrique qui est, je te le rappelle, toujours orienté du plus vers le moins. Donc ça, le champ électrique, il est comme ça. Et puis, il est partout le même, en tout point, entre les deux armatures, ici, entre les deux plaques A et B. Donc un champ qui est homogène, on dit. Alors, l'expression de la force électrique, comment on peut l'écrire? On peut écrire que, pour cette première question, que la force électrique, eh bien, c'est la charge Q multipliée par le champ électrique E. Donc ça, c'est une définition qu'il faut savoir. Alors la charge électrique aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? La charge électrique, c'est l'électron. Et la charge de l'électron, c'est moins E. Donc ça veut dire qu'on peut écrire que F égale à moins E fois le champ électrique grand E. Alors qu'est-ce qu'on constate? On constate que la force électrique et le champ électrique vont être tous les deux de même direction, mais avec le signe moins devant ici, ça montre qu'ils vont être opposés en sens. Donc il fallait tracer cette force électrique sur le schéma qui est ici. Donc si on prend un point où peut se trouver l'électron, par exemple, si l'électron se trouve ici,
Voilà. Eh bien, la force électrique, on voit qu'elle va être orientée opposée à E, c'est-à-dire dans ce sens, c'est-à-dire dirigée du moins vers le plus. Et on voit bien que l'électron va donc être accéléré par cette force. On voit que cette force va l'entraîner à aller vers la plaque positive. Alors, dans cette seconde question, on nous demande d'établir l'expression du vecteur accélération suivant l'axe OX, donc de chercher en fait la coordonnée suivant l'axe OX du vecteur accélération de l'électron. Alors, avant de voir comment on va s'y prendre, la première des choses, c'est de définir le système, le référentiel et les forces extérieures qui s'appliquent à l'électron. Alors, le système d'étude, ici, c'est l'électron, c'est l'objet que l'on étudie. Le référentiel est donc le référentiel terrestre, que l'on suppose galiléen. Et enfin, les forces extérieures, eh bien, il y a la force électrique qu'on vient de voir à la question précédente. Et puis, tu as aussi le poids qui est ici négligé devant la force électrique. Alors, le fait que le référentiel soit supposé galiléen va te permettre d'appliquer la seconde loi de Newton. Alors, cette seconde loi de Newton, elle s'écrit m, masse de l'électron, fois le vecteur accélération de l'électron, qui est égal à la somme des forces. Et la somme des forces, tu vois bien que ça se résume finalement à la force électrique. Donc, c'est-à-dire à F. Si on développe F, ça nous donne m fois A égale moins E fois le champ électrique. Et enfin, l'accélération, eh bien, il suffit de diviser par m, c'est-à-dire on a moins E sur m fois le champ électrique grand E. Donc on a ici une expression qui nous permet, une expression vectorielle, qui va nous permettre finalement de déterminer les coordonnées du vecteur accélération. Alors tout d'abord, pour déterminer les coordonnées du vecteur accélération, on voit qu'il va falloir déterminer les coordonnées du vecteur champ électrique. Alors je te propose de prendre pour coordonnées du vecteur champ électrique une coordonnée suivant l'axe OX qui sera EX, et cette coordonnée EX, qu'est-ce qu'elle vaut? EX, si tu fais la projection de E sur l'axe, tu vois que EX, c'est une coordonnée qui va être plutôt négative. Si on fait le XB moins XA en mathématiques, tu as l'habitude de faire ça, tu vois bien que ça te donnerait une valeur négative. Donc c'est déjà négatif, parce qu'on voit aussi que le vecteur E est orienté en sens opposé à l'axe OX. Et enfin, la valeur de E, ce qu'on appelle la norme de E, c'est E, tout simplement, sans flèche. Donc on voit que EX, c'est égal à moins E. On remplace maintenant ceci dans l'expression ici. Donc quelle serait la coordonnée de A? La coordonnée de A, on va l'appeler AX. Et AX, c'est quoi? C'est moins E sur M fois la coordonnée de E suivant X, c'est-à-dire EX. Et si je remplace EX par moins E, qu'est-ce que ça te donne? Eh bien, ça te donne moins et moins qui font plus, E sur M fois, donc, E. Voilà, donc on vient de trouver la coordonnée du vecteur accélération suivant l'axe des X. On voit que cette coordonnée est positive. On voit donc que le vecteur accélération, lui, va être orienté plutôt... Alors ma force F était comme ça, je l'ai effacé, mais on voit que le vecteur accélération va être orienté en étant opposé à E, c'est-à-dire dans le sens de F. Donc tu as ici le vecteur accélération, si on devait le tracer, on aurait un vecteur accélération qui serait par exemple comme ceci, dans le sens de F. Alors là, il n'y a pas évidemment de notion d'échelle, mais il serait comme ceci. Alors dans cette question, en fait, on nous demande de déterminer l'expression de la coordonnée Vx du vecteur vitesse. Et puis après, on nous demande aussi de déterminer l'équation horaire x de t de l'électron. Alors, on voit que cette question est en fait un peu longue, puisqu'il y a plusieurs étapes de raisonnement. Alors tout d'abord, on va essayer de voir ensemble comment on détermine la coordonnée Vx du vecteur vitesse. Alors pour cela, on va devoir partir de la coordonnée horizontale du vecteur accélération, AX, qu'on a trouvé à la question précédente. Et on sait que le vecteur vitesse, en fait, est la primitive du vecteur accélération.
Donc si le vecteur est la primitive du vecteur accélération, et bien chaque coordonnée sont aussi les primitives des coordonnées du vecteur accélération. Autrement dit, bien Vx est la primitive de Ax de t. Donc on va chercher la primitive de Ax de t. Donc la primitive, là, il faut voir que E est une constante, grand E est une constante, petit m est une constante, bref, Ax est une constante. Donc la primitive d'une constante, eh bien, c'est une fonction affine. Vx de t va donc s'écrire sous la forme E fois grand E sur petit m fois t, plus une constante que je vais appeler C1, qu'on appelle la constante d'intégration aussi, qu'il va falloir donc déterminer. Alors, je te rappelle qu'on détermine la constante C1 à partir de ce qu'on appelle des conditions initiales. Il nous faut donc une condition particulière, et on sait que à t égale 0 secondes, on sait que la vitesse des électrons à cette date est égale à 0. On nous le dit tout simplement dans le texte, c'est marqué, donc il faut bien lire l'énoncé, puisqu'à un moment donné, dans l'énoncé, dans les exercices de mécanique, vous avez toujours les conditions initiales qui vous sont données. Donc là, Vx à la date t égale 0, vaut 0 mètres par seconde. Ça veut dire quoi si je remplace ça maintenant dans l'expression du dessus? Ça veut dire que Vx à la date t égale 0 est égal à petit e fois grand E sur m fois 0 plus C1. Et on sait que ça, c'est égal à 0. Donc on voit très bien que la constante d'intégration, puisque 0 fois 0 fois quelque chose, ça fait 0, on voit bien que la constante d'intégration va être égale à 0. De ce fait, qu'est-ce que l'on a? On a Vx de t qui est égal à petit e fois grand E sur m multiplié par t. Voilà, on a l'expression donc de la coordonnée du vecteur vitesse suivant l'axe OX. Maintenant, on peut aller chercher la coordonnée du centre de gravité de l'électron suivant l'axe OX, toujours par le même procédé, c'est-à-dire on va intégrer une nouvelle fois Vx pour trouver la coordonnée x, et ensuite on ira chercher, on aura donc ce qu'on appelle l'équation horaire de la trajectoire. Donc de même, ici on va faire exactement le même raisonnement que l'on a fait pour Vx. On va dire que x de t est la primitive de Vx de t. Si on prend la primitive d'une fonction ici, alors là c'est une fonction linéaire, mais c'est une fonction affine particulière, donc si on prend la primitive d'une fonction affine, on sait qu'on va avoir un polynôme au carré. Donc c'est-à-dire, on va avoir x de t qui est égal à, alors la primitive de ceci, donc c'est petit e sur grand E sur m, je te rappelle que ça c'est une constante, et donc la primitive de t, c'est 1 demi de t au carré. Donc il va y avoir un 2 qui va apparaître au dénominateur, fois t au carré, et on n'oublie pas toujours la constante d'intégration, plus C2, que j'appelle comme ça. Même chose, même procédé, on va prendre une condition particulière, on va se placer à t égale 0, et à t égale 0 secondes, qu'est-ce que l'on a? On sait que x, la position de l'électron à t égale 0, il est au point O, c'est-à-dire à l'origine du repère, à l'origine de l'axe OX, donc x de 0 vaut 0. Ce qui fait que on voit bien que si on remplace t par 0, on a x de 0 est égal à 0 plus C2, et tout ça est forcément égal à 0, ce qui fait que C2 égale 0, et donc en remplaçant dans x de t, on a l'expression qui s'écrit petit e fois grand E sur 2m multiplié par t au carré. Nous avons donc ici ce qu'on appelle l'équation horaire de la trajectoire de l'électron. Alors dans cette quatrième question, on nous demande d'établir donc la valeur de la vitesse lorsque l'électron arrive au point S. Donc lorsque l'électron arrive au point S, il a parcouru une certaine distance qui est la distance entre les plaques. Et puis au niveau du temps, il s'est écoulé évidemment un temps
sachant que l'origine des dates est au point O, et bien au point S, on va dire qu'il a atteint la date TS. Donc, au point S, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au point S, l'électron a parcouru une distance donc qui va être égale à la distance petit d. Donc, si on remplace petit d là-dedans, ça me donne petit d égale petit e fois grand E sur 2m fois ts au carré. Donc, il ne faut pas oublier ce que l'on cherche. On cherche à connaître la vitesse de l'électron au point S. Et on voit que cette vitesse de l'électron au point S, on a sa coordonnée qui sera aussi égale à sa vitesse. Et on voit que cette coordonnée dépend du temps t. Et donc du temps ts si on est au point S. Donc on voit bien qu'il va falloir d'abord trouver ce temps ts pour ensuite connaître la valeur de la vitesse au point S. Donc on va isoler ts. Alors tout d'abord, j'ai ts au carré, donc ts au carré égale, on va faire passer le 2m de l'autre côté, donc ça me fait 2m fois d divisé par petit e sur grand E. Je pourrais maintenant prendre la racine carrée de l'ensemble et trouver ts, et puis injecter ts dans cette expression pour trouver Vx. Mais je vais avoir des racines carrées un peu partout. Donc le plus simple, je pense, c'était de laisser ts au carré comme ça. C'est une petite astuce, mais qui va nous donner plus de simplicité. Après, on va voir dans la détermination de Vs. Alors, qu'est-ce que ça donne? Si je laisse ts au carré, évidemment, il va falloir que j'élève ceci au carré. Alors, je vais élever ceci au carré. Alors, tout d'abord, au point S, toujours, il faut savoir que la vitesse Vs au carré, c'est Vx à la date ts au carré. Donc voilà, donc il suffit ensuite de élever ça au carré, donc petit e fois grand E sur m, donc le tout au carré, donc je mets des carrés un peu partout, fois ts au carré. Et maintenant, je vais injecter ceci dans l'expression de Vs au carré, et on va avoir des simplifications sympathiques à faire. Donc, j'ai ceci, et je vais injecter donc ts au carré, donc fois 2m fois d divisé par petit e sur grand E. Alors, on voit apparaître maintenant les simplifications. On peut simplifier par déjà petit e, qui est présent au dénominateur et au carré au numérateur. On peut simplifier par grand E, et on peut simplifier par m. On arrive ainsi à une expression de Vs au carré. Si je la mets un peu mieux, j'ai donc petit e fois grand E fois 2 fois d divisé par petit m, qui est la masse de l'électron. Alors cette expression, on peut encore la simplifier parce qu'en fait, on ne connaît pas la valeur du champ électrique. Par contre, on connaît donc la tension aux bornes des plaques U. Alors, on a une expression qui nous est donnée dans l'énoncé, qui est grand E égale U divisé par D. Donc ça veut dire que la tension aux bornes des plaques, c'est grand E fois petit d. Et on voit bien que le E fois d ici, vous voyez, on le retrouve dans l'expression de la vitesse au carré. Donc on a Vs au carré qui va être égal à quoi? À petit e. Le fois 2, je le garde. Et on a grand E fois d que je vais donc remplacer par U. Le tout divisé par m. Reste plus que maintenant à aller chercher la racine carrée de ceci. Donc cette expression est équivalente à racine carrée de, alors je vais mettre ça un peu mieux, 2 fois E fois grand U, divisé par M. Et maintenant, on peut donc faire l'application numérique, puisqu'on a toutes les données qui nous sont ici données dans l'exercice. Donc on a Vs égale racine carrée de, alors 2 fois, donc la charge de l'électron, donc 1,60 fois 10 puissance moins 19. Je vais agrandir un peu plus ma racine, fois la tension entre les plaques. Alors la tension entre les plaques était de 20 kV. Donc on va mettre ça en volts. Donc si
on convertit les 20 kV en volts, ça fait 20 fois 10 puissance 3, le tout divisé par la masse de l'électron. Alors la masse de l'électron nous était donnée, elle va être 9,11 fois 10 puissance moins 31. Reste plus qu'à taper ceci avec la machine à calculer, donc avec la calculatrice, et vous avez ainsi le résultat qui est obtenu, qui est évidemment le résultat attendu, qui était la valeur de 8,38 fois 10 puissance 7 mètres seconde moins 1. Il fallait faire donc ici attention aux chiffres significatifs. On avait 3 chiffres significatifs ici, nous en avons 3 ici, nous en avons 3 ici. Le résultat doit donc comporter 3 chiffres significatifs, et donc le résultat qui doit être donné est vraiment conforme à celui qui était attendu dans l'exercice. Alors dans cette 5e question, on nous dit que l'électron arrive donc au niveau du point S, et que pour que l'électron va rencontrer plutôt un atome, et que pour qu'il y ait production de rayons X, il faut que l'électron ait une énergie cinétique minimale, et cette énergie cinétique minimale qu'il faut qu'il atteigne est de 6,90 fois 10 puissance 4 électronvolts. Donc on se demande, est-ce que notre électron, qui a une vitesse de 8,38 fois 10 puissance 7 mètres par seconde, aura suffisamment d'énergie cinétique finalement pour produire un rayonnement X. Alors, on va donc déterminer dans un premier temps l'énergie cinétique de l'électron lorsqu'il arrive au point S, à la vitesse donc Vs. Donc l'énergie cinétique de l'électron lorsqu'il arrive au point S, c'est 1,5 fois la masse de l'électron multiplié par la vitesse de l'électron au point S au carré. Donc on peut directement faire l'application numérique, puisqu'on a toutes les données nécessaires. Donc ça fait donc 1,5 multiplié par 9,11 fois 10 puissance moins 31 multiplié par la vitesse 8,38 fois 10 puissance 7, le tout au carré. Et donc, si tu fais ceci avec la calculatrice, si tu tapes ceci, alors on trouve à ce moment-là une énergie cinétique de l'ordre de 3,20 fois 10 puissance moins 15 joules. Donc l'énergie cinétique que l'on trouve, évidemment, elle est en joules. Et on nous demande de la comparer à une énergie cinétique en électronvolts. Donc il va falloir faire une petite conversion. Passer les joules en électronvolts. Alors, qu'est-ce que l'on sait? On sait qu'un électronvolt, c'est 1,60 fois 10 puissance moins 19 joules. Donc, nous, on n'a pas 1,60 fois 10 moins 19 joules, on a ceci en joules. Donc, on voit qu'il faut faire un tout petit produit en croix. Et donc, si on veut déterminer l'énergie cinétique en électronvolts, on voit qu'il va falloir faire 3,20 fois 10 moins 15 fois 1, divisé par 1,60 fois 10 moins 19. Donc ça veut dire qu'on fait 3,20 fois 10 moins 15, divisé par 1,60 fois 10 puissance moins 19. Et donc ceci nous donne l'énergie en électronvolts, qui est de 2,00 fois 10 puissance 4 électronvolts. Alors cette énergie, on va la comparer à la valeur minimale attendue, si on veut produire des rayons X, et on voit que cette énergie, elle est inférieure à la valeur attendue qui était de 6,90 fois 10 puissance 4 électronvolts. Donc l'électron, tel qu'il a été accéléré par les plaques, l'électron n'arrivera pas avec une énergie suffisante pour pouvoir produire des rayons X. Alors dans cette 6e question, on nous demande finalement de choisir entre deux tensions, une de 5 kV et une de 70 kV, pour faire en sorte que finalement la valeur de l'énergie cinétique de l'électron lorsqu'il arrive au point S soit suffisante pour pouvoir évidemment produire des rayons X. Donc on nous demande laquelle des deux tensions vous choisiriez si vous vouliez finalement augmenter l'énergie cinétique de l'électron. Alors, l'énergie cinétique, c'est quoi? On a vu tout à l'heure que l'énergie cinétique, c'était 1,5 de mv2 au carré. Donc l'énergie cinétique au point S, c'est 1,5 fois m fois vs au carré. Si on veut augmenter l'énergie cinétique, il va falloir augmenter le vs au carré. Alors comment augmenter le vs au carré? Si on regarde l'expression qu'on avait obtenue
à la question 4, il me semble, de Vs au carré, eh bien, on a 2 fois E fois grand U sur petit d. Bon, bah, la charge de l'électron, on ne peut rien y faire. On ne va pas pouvoir changer la charge de l'électron. Ensuite, la distance entre les armatures, bon, bah, apparemment, elle est fixe. On ne nous propose pas différentes distances. Donc, la distance entre les armatures, on ne peut rien y faire. Elle est fixe aussi. Donc, on voit bien que le seul paramètre sur lequel on peut jouer, bah, c'est la tension entre les plaques. Alors, cette tension entre les plaques, vous voyez que si vous voulez augmenter Vs au carré, eh bien, il va falloir augmenter U. Donc, si U augmente, alors Vs au carré augmente aussi. Et donc, l'énergie cinétique, ECS, augmente par la même occasion. Donc, la tension qui était choisie pour avoir cette vitesse-là, hein, je te le rappelle, c'était une tension qui valait 20 kV. Bon, ben, on voit bien que cette tension est insuffisante pour avoir une vitesse suffisamment élevée, pour avoir une énergie cinétique suffisante pour pouvoir produire des rayons X. Donc ça veut dire qu'il faut prendre une tension évidemment plus élevée à 20 kV, et la tension plus élevée à 20 kV, la seule qu'on nous propose, ben, c'est la tension U2. Donc il faut choisir ici une tension U2 de 70 kV, hein, entre les plaques pour pouvoir avoir une énergie cinétique qui va augmenter. En espérant évidemment maintenant que cette énergie cinétique, il faudra le calculer, que cette énergie cinétique soit suffisante pour pouvoir produire des rayons X. Alors avant de répondre à la question 7, on va commencer par regarder cette deuxième partie qui parle en fait de la détermination de la distance finalement entre deux molécules d'insuline qui se trouvent dans un cristal d'insuline. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a une figure 2 hein, qui nous montre un petit peu ce qui peut se passer entre les rayons X et finalement la surface du cristal d'insuline. Donc les rayons X vont arriver avec un certain angle d'incidence θ sur les plans des molécules ici d'insuline qui sont représentés par des ronds noirs. Et vous voyez que ces plans hein, sont bien parallèles. Hein. Je te rappelle quand même que dans un cristal, un cristal est une structure ordonnée, ce qui fait que dans les trois dimensions de l'espace, on a un ordre, un espacement entre les entités qui est bien respecté. Et donc là, on a représenté deux plans parallèles où on retrouve les molécules d'insuline ici. Donc les rayons X arrivent sur ces molécules d'insuline et sont réfléchis par les molécules d'insuline. Donc les rayons arrivent parallèles et sont réfléchis de manière parallèle. Ensuite, ces rayons, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un dispositif qui va permettre finalement de superposer ces rayons réfléchis pour obtenir finalement une figure d'interférence. Alors dans cette question numéro 7, on nous donne finalement trois graphiques qui représentent l'évolution temporelle de l'amplitude de trois ondes, alpha, bêta et epsilon, qui arrivent en un point M de l'écran, là où il y a la figure d'interférence. On nous demande donc de choisir parmi ces trois ondes, deux ondes qui permettent d'obtenir des interférences constructives et deux ondes qui permettent d'obtenir des interférences donc destructives. Donc tout d'abord, on va faire un tout petit rappel de cours sur cette notion d'interférence constructive et destructive. Donc on a ici une figure d'interférence où on voit apparaître des franges brillantes et des franges sombres. Alors comment ces franges brillantes et ces franges sombres sont obtenues? On voit qu'on a deux sources ponctuelles S1 et S2 qui émettent chacune une même lumière monochromatique. Donc ces deux sources, on dit qu'elles sont cohérentes. On voit que au-dessus, sur le schéma, que ces ondes qui quittent les sources S1 et S2 partent en phase. On voit que le minimum de l'une correspond au minimum de l'autre, et ainsi de suite. Les deux ondes arrivent au point M, qui se trouve au milieu d'une frange brillante, et on voit que ces deux ondes ont parcouru la même distance. Ainsi, si elles parcourent la même distance, elles arrivent au point M, forcément aussi en phase. L'onde résultante, qui est l'addition finalement des amplitudes de ces deux ondes issues de S1 et S2, nous donne une onde avec une intensité qui va être maximale, d'où un éclairement maximal. C'est pour ça que nous sommes au milieu d'une frange brillante. On parle alors d'interférence constructive et on dit que les deux ondes arrivent en phase. Lorsque maintenant je déplace le point M
au milieu d'une frange sombre, on constate cette fois-ci que les deux ondes ne parcourent pas la même distance pour arriver au point M, et qu'il y en a une qui arrive plus tôt que l'autre au niveau du point M. Ce décalage en termes de distance parcourue équivaut ici à une demi-longueur d'onde. On le voit nettement parce que le minimum d'une onde correspond au maximum d'une autre onde lorsqu'elles arrivent au point M à un instant t. L'onde résultante, alors, voyez, a une amplitude qui est minimale, voire quasi nulle. C'est pour ça que lorsque nous sommes au milieu d'une frange sombre, il n'y a pas de lumière. On parle alors à ce moment-là d'interférence destructive, et on dit que les ondes qui arrivent au point M sont en opposition de phase. Alors il y avait une donnée qui était quand même importante, hein. Il fallait ici, la donnée c'était que l'échelle temporelle est la même sur les trois graphes. Donc ça c'est super important évidemment, il faut avoir la même échelle de temps sur les trois graphes. Alors on peut constater que l'onde par exemple alpha et l'onde bêta sont des ondes qui vont être en phase. Donc les ondes alpha et bêta sont en phase. Au point M. Là où on est sur l'écran, là où il y a la figure d'interférence. À quoi on voit qu'ils sont en phase? On voit bien que le minimum d'une onde correspond au minimum d'une autre onde, l'onde bêta par exemple, pour la même date. Par contre, on peut voir que l'onde epsilon, le maximum de l'onde epsilon, correspond à un minimum pour la même date par rapport à l'onde bêta. Donc on peut dire que les ondes bêta et epsilon, par contre, sont en opposition de phase. Toujours pareil, lorsqu'on se trouve en un point M de l'écran. Donc ça veut dire que dans le premier cas de figure, qui est ce cas-ci, vous allez avoir ici des interférences dites constructives, et dans le deuxième cas de figure, vous allez donc avoir au niveau du point M de l'écran des interférences destructives, c'est-à-dire une frange sombre pour les interférences destructives et une frange brillante pour les interférences constructives. Alors dans cette huitième question, on nous demande en fait de déterminer la distance L qu'il y a entre les deux plans cristallographiques ici. Alors comment on va déterminer cette distance L? Il faut regarder aussi les autres indications qu'on nous donne. On nous dit que il faut être dans le cas où on obtient des interférences tout d'abord constructives, et puis on nous dit aussi qu'il faut que la différence de chemin optique soit minimale. Donc deux autres informations qui nous sont données. Alors tout d'abord, dans le cas des interférences constructives, comme on l'a vu tout à l'heure, pour que les deux rayons ici interfèrent de manière constructive, il faut que la différence de marche ou la différence de chemin optique entre ces deux rayons soit un multiple entier de la longueur d'onde. Donc on a une formule de cours où on a ici la différence de marche qui est égale à k fois lambda. Ensuite, deuxième information, il faut que cette différence de chemin optique soit minimale. Donc pour qu'elle soit minimale, on voit bien que si on prend k égale 0, il n'y a plus du tout de différence de chemin optique. À ce moment-là, c'est 0, il n'y a pas de différence de chemin optique. Ça voudrait dire que les deux rayons 1 et 2 n'ont pas parcouru de distance supplémentaire l'un par rapport à l'autre. Donc on voit bien que ça ne va pas. Donc on voit bien qu'il faut prendre k égale 1 si on veut que la différence de chemin optique soit minimale. Donc on va prendre cette valeur-là. Alors qu'est-ce que c'est que cette différence de chemin optique? Quand on regarde le schéma, on voit que le rayon numéro 2 et le rayon numéro 1, lorsque le rayon numéro 1 arrive ici, le rayon numéro 2 est au point A. Donc on voit que le rayon numéro 2 par rapport au rayon numéro 1 parcourt la distance AB en plus, et pour le retour, évidemment, la distance BC. Donc la différence de chemin optique, en fait, c'est la distance AB plus BC. Et cette distance AB plus BC, il y a des calculs qu'on pourrait faire, mais elle est égale en fait, et ça c'est l'énoncé qui nous le donnait, à 2 fois L fois le sinus de l'angle θ, θ étant l'angle ici entre le rayon réfléchi et le plan cristallographique. Donc, en utilisant ces formules-là, et en utilisant le fait que k égale 1, on a une relation qui vient ici, on a la différence de chemin optique qui est égale donc à lambda, et donc qui est égale à 2L fois sinus θ.
On peut donc maintenant aisément calculer L, puisqu'on a toutes les autres données. Donc L égale lambda divisé par 2 fois sinus θ. Il suffit maintenant de remplacer par les données. Donc on a L égale, alors lambda nous est donné, on nous dit que la longueur d'onde fait 0,150 nanomètres. Je vais volontairement laisser lambda sous cette unité-là et pas faire la conversion. Alors on pourrait la faire évidemment, hein. On aurait une conversion à faire en mètres, il faudrait multiplier par 10-9, mais là je vais laisser en nanomètres parce que pertinemment je sais que la distance entre ces deux plans cristallographiques va être très très petite et de l'ordre du nanomètre. Donc je vais laisser lambda en nanomètres et on va multiplier, donc diviser par 2 fois le sinus de 10 degrés. Alors attention ici, évidemment, quand tu utilises ta calculatrice, il faut bien être en mode degré sur ta calculatrice. Hein. Sinon, évidemment, si tu es en mode radian, ça va poser un petit problème pour le calcul numérique. Donc tu trouves, lorsque tu as fait ceci, eh bien, ta calculatrice te donne la valeur de 0,432 nanomètres. Voilà, donc on voit qu'on a une distance L entre les deux plans cristallographiques, hein, de l'ordre du nanomètre à peu près. Donc ce sont des dimensions évidemment extrêmement petites.